Dans un endroit lointain, les relations locales de presque tout le monde surgissent de nulle part. Un chapitre imprévu s'est ouvert pour David Hancock à l'aire de repos de Beaver Dam, sur la West Kentucky Parkway, dans le Kentucky. J'ai profité du mauvais temps pour effectuer un voyage d'affaires à Lexington, même si je me déplace rarement pour le travail. Il se trouve que sa femme Vivian participait également à un événement commercial à Lexington. Comme des navires en plein jour, leurs routes peuvent se croiser temporairement. Après s'être occupé de sa vessie et de ses besoins en caféine, David avait l'intention de garder sa faim pour les divers restaurants de Lexington. Sa ville natale étant Hopkinsville, il cherchait des personnes qu'il connaissait sur l'aire de repos. La silhouette d'une femme lui apparut peu après. Pourtant, il sentit son cœur se serrer lorsqu'il vit une invitée indésirable, une personne qu'il préférait ne pas fréquenter, avec son bras amoureusement enroulé autour d'elle. « Bonjour, Viviane. »« Et bonjour, Dipshit. Tu t'éclates à Lexington ?» Vivian, très embarrassé, dit « David. Qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas ce que tu crois. » Oh, il n'était donc pas collé à ta taille. Est-ce qu'Allen s'est retrouvé par hasard à Lexington alors que tu avais juré qu'il ne le ferait pas ? Il était juste amical. Il a été choisi à la dernière minute. Honnêtement, ta jalousie doit cesser. J'ai toutes les raisons. Depuis que je vous ai surpris en train de vous accoquiner à la fête du Nouvel An dans votre bureau. On n'était pas en train de s'accoquiner. Juste un petit coup de bec inoffensif sous le gui. Il n'y avait pas de gui dans la salle de conférence, et même s'il y en avait, il faisait nuit. Je ne crois pas à l'histoire selon laquelle il aurait oublié de fermer sa fermeture éclair après être allé aux toilettes. Je ne peux plus te faire confiance pour être honnête à son sujet. David, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Quand le sera-t-il ? David, quand tu seras rentré à la maison, on parlera. Tu verras qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Va à ta réunion. Pas un match. Peu importe. Essaie de profiter de ton voyage. Je serai à la maison à ton retour. Rien n'a changé. Tu verras. Allez, Allen, on devrait y aller. David, décontenancé par le cadre de l'altercation mais pas par son fond, se dirigea vers son véhicule. Son intuition lui disait que Vivian était malhonnête. Il s'attend à ce qu'elle lui soit signifiée sous peu, et elle a déjà consulté un avocat. Sa stratégie pour faire face à l'adultère de Vivian est en cours d'élaboration depuis le réveillon du Nouvel An. Rétrospectivement, David se souvient que leur attirance mutuelle masquait un fossé fondamental entre eux. Vivian était une inconditionnelle de l'université de Louisville et lui un fervent supporter de l'université du Kentucky. Un tel antagonisme dans le Kentucky transcendait les rangs et les disciplines, c'était la guerre. David devait se rapprocher de la maison pour l'entreprise familiale, mais Vivian devait être à l'université Western Kentucky en raison de sa bourse d'études en volleyball. Les deux étrangers se sont rencontrés à l'université. Leurs allégeances universitaires constituent un obstacle, mais leur attirance physique s'épanouit. Elles ont conclu un marché, s'engageant publiquement avec les Hilltoppers, mais secrètement sans jamais encourager l'équipe de l'autre. En raison des enjeux émotionnels importants, ils se sont efforcés de ne pas avoir de relations intimes après les matchs de l'UFL et du Royaume-Uni, alors qu'ils vivaient ensemble pendant leurs années de première et de terminale. En raison du travail de David, ils ont emménagé dans une maison de 3 chambres avec un sous-sol partiellement aménagé près de Hopkinsville. Il y avait une chambre principale, une chambre avec un motif cardinal et une chambre avec un thème Wicca. Une punition silencieuse pour avoir perdu un match consistait à passer la nuit dans les vestiaires de l'autre équipe. Les invités étaient libres de choisir ou de partager les chambres à leur guise. Bien qu'elle ait accepté de s'installer dans la ville natale de David et de résider dans une maison qu'il avait choisie, c'était là l'étendue de ses sacrifices. Les événements sociaux, les vacances et les meubles étaient sous son contrôle. Lorsque David exprimait des réserves quant à sa volonté d'obtempérer, elle répondait « J'ai accepté de m'installer dans un pays britannique. Je devrais avoir tout ce que je veux. » Il y avait peu de drames dans leur vie et rien ne semblait poser problème. Aucune de ses activités bénévoles ou de son emploi dans une bijouterie de quartier ne lui parlait vraiment. David était plus préoccupé par le temps et l'argent, alors que Vivian voulait des activités exotiques et proposait des vacances coûteuses. Les rapports intimes moins fréquents et moins passionnés résultaient de la diminution de leur alchimie physique, ce qui ne contribuait guère à atténuer la frustration croissante de Vivian. Vivian, qui a toujours été étrangère au pays de Big Blue, a cherché d'autres fans de Louisville pour contrebalancer l'amour immodéré de la ville pour le Kentucky. Allen, diplômé de l'université de Louisville et marié à une habitante de la ville, a fait son entrée de cette manière. Le samedi après-midi, Vivian a envoyé un message à David à Lexington pour lui demander et souligner l'importance d'une rencontre chez eux. Ayant vu la voiture d'Allen dans l'allée, il s'attendait à ce qu'il soit là. « Bonjour, Vivian. »« Vraiment, David ?
Des noms d'enfants? Je suis le caoutchouc, tu es la colle. Tu n'as pas idée de ce que j'ai vécu, dit Vivian à Allen qui soupire. David a atteint un nouveau niveau de sérieux. D'accord, Vivian. C'est ton émission. Allen a gagné un voyage d'une semaine aux Bahamas. Nous partons ensemble demain. C'est un soulagement de ne plus faire semblant. Notre avocat signifiera les papiers du divorce lundi matin, gelant vos avoirs dès qu'ils arriveront. J'ai les derniers totaux des comptes, alors ne pense pas que tu puisses les cacher dans le règlement. C'est simple, un partage 50 à 50 de nos biens, y compris votre entreprise. Nous vendrons la maison et partagerons les bénéfices. Et bien sûr, il y aura une pension alimentaire. Si vous la contestez, j'en demanderai davantage, ce qui vous empêchera d'obtenir des fonds pour votre entreprise. Plus important encore, votre précieuse réputation de ville natale de Norman Rockwell s'effondrera lorsque je révélerai tous les abus, la négligence et la cruauté mentale que j'ai endurées. David tente de la provoquer en lui demandant pourquoi elle ne veut pas de la maison, sachant qu'elle ne l'aime pas. Je serais heureux de déménager pour que toi et Butwick puissiez vivre ici, a-t-il dit. Tu sais que je n'ai jamais aimé cet endroit, mais toi, monsieur Construction, tu savais que c'était une bonne affaire. Et ce sous-sol effrayant. Rien que l'idée des toiles d'araignée, des cafards et des rats qui s'y trouvent me donne des frissons. Si vous n'aviez pas monté la buanderie à l'étage, je ne serais jamais resté. Pourquoi n'as-tu pas construit une maison toi-même? Je voulais le faire, mais à l'époque, je me concentrais sur la construction commerciale. Je t'ai dit que j'aménagerais le sous-sol. Tu ne m'as pas entendu y travailler toutes ces nuits et tous ces week-ends? C'est beaucoup mieux maintenant. Tu vas être surpris. C'est presque terminé. Je ne mettrai pas un pied dans ce sous-sol même si vous me payiez. Je pensais que tu essayais juste d'avoir ta caverne d'homme britannique là-dessous. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Allen et moi trouverons notre propre maison. Tu peux acheter ma moitié si tu aimes tant cet endroit. Eh bien, je dois me préparer au changement. Je peux te joindre si j'ai besoin de quelque chose. Non. C'est notre pré-lune de miel. Nous voulons de l'intimité. Ce n'est que 5 jours, alors tout ce dont tu as besoin peut attendre. Et s'il vous plaît, ne tentez rien de stupide pendant notre absence. Vous le regretterez. Je ferai en sorte que la communauté sache que vous êtes un imbécile et je prendrai plus de la moitié de votre argent. Oui, ma chère, répondit-il d'un air dépité. Vous n'avez pas demandé, mais voici pourquoi. C'est en partie le vieux cliché, je t'aime, mais je ne suis plus amoureux de toi. Peut-être que ça aurait été différent si tu avais eu un travail régulier, si tu n'étais pas rentré à la maison couvert de saleté. Quand j'ai commencé à voir le sexe avec toi comme une corvée ménagère, j'ai su que c'était fini. Allen a apporté l'étincelle qui me manquait, et je n'ai plus à faire attention à ce que je dis à propos du gros cul bleu. Pourtant, d'une certaine manière, je le regrette. Tu as été un bon mari la plupart du temps. Ça aurait pu marcher si tu n'étais pas un fan inconditionnel du Royaume-Uni. J'ai laissé passer le temps, mais les aspects négatifs l'emportent sur les aspects positifs. J'espère que tu te soucieras suffisamment de moi pour ne pas être désagréable à propos du divorce, mais je te préviens, je peux être désagréable aussi. À la recherche d'un endroit calme pour travailler, David réorganise ses affaires et se dirige vers son bureau fermé à clé. Beaucoup de travail doit être fait rapidement. Des coups de soleil et une rencontre avec des méduses ont gâché les vacances de Vivian et Allen aux Bahamas. D'autres ont trouvé leur séjour si romantique qu'il aurait pu passer pour une lune de miel. Ils ont rallumé leur téléphone à Miami. L'huissier de justice avait l'intention d'assigner David le lundi, et Vivian a remarqué un SMS de leur part. Il découvrit que David avait vendu la société aux frères Webb de Lexington, et qu'il n'en était donc plus le propriétaire. Le divorce et le gel des avoirs ont été entamés à 10h05, lorsque David a donné procuration pour recevoir les documents du divorce. Il a vendu son entreprise. Cet abruti. Vivian, légalement, il n'aurait pas pu le faire avant 10h lundi. Vérifie nos comptes communs sur ta tablette, juste pour être sûr. Tous nos comptes sont vides. Qu'est-ce qu'on fait? Demande Vivian, choquée, après avoir vérifié. Détends-toi. Ce qu'on va faire, c'est lui mettre des bâtons dans les roues. Je suis surprise qu'il ait agi si bêtement. Nous mettrons notre avocat sur le coup, il devra rendre les biens et l'argent de la vente. Ne vous inquiétez pas. Cela pourrait même jouer en notre faveur. Le partage de l'entreprise n'est plus un casse-tête. Il l'a transformé en argent liquide, ce qui nous facilite la tâche, rassure Allen. Malgré son échec conjugal, David n'a pas connu le succès commercial en restant naïf. En rentrant chez elle, Vivian constate que David n'est pas là et qu'il a perdu une partie de ses vêtements et de ses affaires personnelles. Il ne restait plus que les coordonnées de son avocat.
Allen et elle se sont disputés pour savoir s'il était juste en train de piquer une crise ou s'il était vraiment parti pour de bon. À vrai dire, cela ne les dérangeait pas. Ils ont contacté l'avocat de David parce qu'ils avaient besoin de réponses à 3 questions urgentes. Où est l'argent? Comment y a-t-il eu accès alors qu'il était gelé? Comment a-t-il vendu l'entreprise? La procédure de divorce avait commencé. Tout ce qu'il a fait était légal. Vous avez sous-estimé à quel point il est respecté ici. Il a obtenu que la banque ouvre un dimanche, de nombreux directeurs sont des amis de la famille et des fanatiques du Royaume-Uni. Aucune loi n'empêche les banques de fixer leurs horaires. David a retiré son argent pendant cette période. Il ne l'a pas transféré ou déposé ailleurs, a précisé l'avocat de David lors d'une réunion le lendemain. Il était temps pour parler avec les frères Webb au sujet de l'entreprise. Il les rencontrait le jour de votre soi-disant « réunion » à Beaver Dam. Ils ont fait une offre de 13 millions de dollars. S'il pouvait préparer les documents le dimanche et envoyer un avion pour les signer, il accepterait de payer 12,5 millions de dollars. Je n'ai trouvé cette somme sur aucun de mes comptes. David a disparu. Je suis autorisé à agir en son nom et il me contacte de temps en temps d'un numéro inconnu. Si nous parvenons à une solution mutuellement acceptable, je signerai en son nom. Un bon point de départ est votre offre initiale, que vous avez jointe à la demande de divorce. Nous devrions parler de nos différences. Cela semble juste, mais notre coopération dépend du fait qu'elle reçoive sa juste part de tout, a déclaré M. Allen. L'avocat de sa cliente les a informés le lendemain qu'il proposait une réunion dans 45 jours. Il tente de repousser l'échéance, commente M. Allen. C'est clair. Je m'attends à ce que, juste avant la date limite, il trouve une justification supplémentaire. Pendant des mois, si ce n'est une année, David peut faire traîner ce divorce en longueur. Persévérer sera bénéfique à la fois pour lui et pour son avocat. Je suggère de reporter le divorce jusqu'à ce que vous soyez en mesure de récupérer ces fonds, compte tenu de votre situation financière actuelle. Cependant, le montant de Vivian pourrait dépasser les 6 millions de dollars. Vous attendiez le paiement aujourd'hui, demanda Allen d'un ton interrogateur. C'est possible. Dans certaines circonstances, la personne ou l'argent se sont volatilisés. Nous n'avons pas pu obtenir de paiement de la part des entreprises. Nous sommes maintenant très prudents. Pour rester ici, il faudrait plus de 100 000 dollars. Où puis-je trouver cette somme? Localisez ces fonds et informez-nous. David a interrompu les paiements automatiques des services publics, mais a payé d'avance l'hypothèque pendant 1 an. Allen a été pris au dépourvu par la fureur de sa femme qui lui a demandé de geler ses fonds. Elle a refusé d'autoriser des fonds communs pour Vivian, lui laissant la moitié de son revenu disponible habituel pour subvenir à leurs besoins respectifs au fur et à mesure de leurs discussions. Sans accès aux fonds de David, Vivian était confrontée à des problèmes financiers, sans parler des 100 000 dollars à débourser. Son père n'étant pas en mesure de l'aider après la faillite de son entreprise, Vivian a dû puiser dans ses économies personnelles pour payer les charges et les mensualités de sa voiture. Elle a décidé d'engager un détective privé pour retrouver David et son argent, mais cela l'a mise dans une situation où elle a dû vivre d'un chèque à l'autre pour ses dépenses de base, et c'est ainsi qu'a commencé le jeu de l'attente. Après une nuit de démangeaison et de grattage, Vivian et Allen ont enfin vu ce qui les dérangeait, des punaises de lit. Bien que Vivian déteste les insectes en général, cela était son pire cauchemar. Dans la précipitation, elle a contacté un exterminateur, qui a procédé à un traitement approfondi qui a fini par coûter un joli centime. Malgré les efforts des exterminateurs pour se fondre dans la masse, le lendemain matin, un panneau dans sa cour annonçait que la maison avait été traitée contre les punaises de lit. Suite à ce qui s'est passé avec David, les voisins évitent de s'approcher de leur maison. Bien qu'ils aient localisé le véhicule de David dans le parking longue durée de l'aéroport de Nashville, ils n'ont pu trouver aucune indication de son récent vol, et leur plainte auprès du bureau de l'exterminateur est restée sans réponse. Vivian soupçonne l'implication de David et contacte le détective privé, mais leurs efforts restent vains. Une semaine plus tard, Vivian et Allen ont constaté une baisse de la pression de l'eau. Après une inspection par la compagnie des eaux, ils ont déterminé que la conduite d'eau principale menant à la maison était en bon état. Cependant, ils soupçonnaient toujours une fuite quelque part entre la conduite principale et la maison ou en dessous. Dans la cour, ils ont découvert un sol très humide qui pourrait être la source de la fuite. Et si vous la répariez? Le propriétaire est responsable de l'eau qui s'infiltre dans votre maison à partir de la canalisation principale. Il faut donc faire appel à un plombier. Quelqu'un avait manifestement percé un trou dans la conduite d'eau après un appel et une réparation coûteux, ce qui ne faisait qu'exacerber la frustration de Vivian. Allen était acheteur en gros dans le secteur de la bijouterie et Vivian tenait sa propre bijouterie.
Vivian a gravi les échelons grâce à ses étés passés à travailler pour son oncle à New York, à sa connaissance des pierres précieuses et à son allure superbe. Elle gagnait plus que le salaire moyen et ses commissions étaient toujours plus élevées que ce qu'elle avait prévu. Une fois, la cloche a sonné pour signaler l'arrivée de Madame Edna Smithfield, une personne très respectée qui possédait des biens immobiliers très convoités dans les environs, et Vivian s'est empressée de l'accueillir au comptoir. « Chère Madame Smithfield, c'est un plaisir de vous voir. Avez-vous besoin d'aide aujourd'hui ?» La distinguée visiteuse fut accueillie par Vivian. Les yeux fixés sur Vivian, Madame Smithfield haussa un sourcil et demanda « Vivian ?» « Oui, Madame Smithfield, » affirma Vivian, considérant comme une indication positive le fait que son nom ait été perçu. « Ma voix est trop douce. Si vous voulez bien vous baisser, j'aimerais vous parler. » Madame Smithfield murmura un appel. Dans son empressement à donner un coup de main, Vivian se penche sur le bord du comptoir. Au commis stupéfait, Madame Smithfield dit « Voilà ce qui vous arrive pour avoir déshonoré votre mariage avec l'un des meilleurs jeunes hommes que j'ai jamais connus. » Avec un bref sourire, elle assène une gifle à Vivian. Il est issu d'une longue lignée de résidents, presque aussi ancienne que la mienne. Je ne fréquenterai plus jamais ce magasin tant que cette femme cardinale y sera employée, a-t-elle déclaré en se tournant vers le propriétaire du magasin et en ajoutant « Honte à vous ». Madame Smithfield a ignoré les tentatives du commerçant pour comprendre ce qui s'était passé et comment y remédier, et lui a plutôt indiqué un panneau d'affichage qui disait « Ma femme m'a cocufié ». Au bas du panneau figurait un numéro de téléphone pouvant servir de preuve. Le panneau d'affichage représentait David avec une chemise britannique et Vivian avec son sweatshirt cardinal. Lorsque le propriétaire du magasin est revenu à l'intérieur, il a confronté Vivian et lui a demandé des explications. Vivian a essayé d'éviter la question du cocuage en disant qu'elle et David étaient légalement séparés, ce qui lui donnait la liberté d'être avec qui elle voulait. Le propriétaire du magasin a appelé le numéro figurant sur le panneau d'affichage et a entendu l'enregistrement de la réunion entre Vivian, Allen et David. En conséquence, Vivian est licenciée. Le cœur brisé, elle rentre chez elle et pleure. Elle a alors contacté son avocat pour discuter de la possibilité de poursuivre David et la société d'affichage. Toutefois, son avocat l'avertit que si l'enregistrement était véridique, il ne constituait peut-être pas un acte de diffamation. La perspective d'un procès civil était incertaine, en particulier avec un jury familiarisé avec le nom de la famille. En appelant Allen, on a demandé à Vivian si elle avait vu le panneau d'affichage. Après qu'elle a confirmé et expliqué son licenciement, ils se sont rapidement rendus compte qu'il parlait de panneaux différents. Allen a mentionné un panneau qui le montrait habillé en cardinal et David vêtu d'un gilet britannique, affirmant qu'un procès avait été intenté pour aliénation d'affection. Après avoir consulté son avocat, ils ont découvert que le Kentucky ne disposait pas d'une telle loi, mais que le procès avait été intenté et rejeté. Comme le travail d'Allen n'impliquait pas d'interaction directe avec les clients, il a pu conserver son emploi. Sans rentrée d'argent, David accumulait les factures qu'elle ne pouvait pas payer, et il était introuvable. Allen devait également faire face aux conséquences de son divorce et Vivian avait l'impression de n'avoir aucun contrôle sur l'avenir. Elle se sentait mal à l'aise à l'idée de se renseigner. Après une journée de recherche d'emploi décevante, Vivian s'est sentie découragée parce que les employeurs potentiels ont fait savoir que le traitement qu'elle avait réservé à son mari avait terni sa réputation. La phrase « Nous prenons soin des nôtres » résonnait, soulignant leur statut de fans des Yankees et des Cardinals dans une ville du Sud à tendance britannique. Vivian pense que leur hypothèse selon laquelle David éviterait l'humiliation s'est retournée contre eux, car le fait qu'il ait avoué être cocu à un fan de l'UFL a suscité la sympathie, mais a attisé la colère de la communauté. Dès que Vivian met le pied dans sa maison, l'odeur âcre de la moufette assaille ses sens. L'exterminateur a été appelé une fois de plus pour débarrasser la maison d'une famille de moufettes. Les éliminateurs d'odeur ont été mis à contribution et le linge a dû être lavé au jus de tomate. Allen ne peut rien faire pour soulager la douleur de Vivian. Malgré son désir de partir, Vivian déteste la maison. Allen lui fait remarquer qu'ils ne peuvent pas se permettre de rester plus de quelques mois, et qu'elle ne peut donc même pas envisager de s'installer dans la chambre d'amis. Leur stabilité financière dépendait du long règlement du divorce, ils étaient donc condamnés à rester. Le lendemain, Vivian a ressenti un pincement au cœur. Il semblait que David était entré dans la maison, bien que les serrures aient été changées et que le système de sécurité ait été mis à jour. Malgré ses défenses mentales, elle descend courageusement les escaliers, encouragée par un verre de tequila. Ayant en tête la vision sombre d'un repère de nuisibles, elle a trouvé le courage d'allumer la lumière du sous-sol. Au lieu de cela, elle découvre un espace lumineux et transformé, une pièce unique avec des plafonds carrelés et de la peinture fraîche. En poussant plus loin, elle découvre une porte qui mène à une salle de bain meublée.
Après avoir vérifié tous les recoins et n'avoir rien trouvé d'anormal, elle remonta à l'étage. Les mots « sale fils de pute » sortis de la bouche d'Allen alors qu'elle claquait le téléphone. Peut-être m'as-tu transmis une maladie sexuellement transmissible. Attends de voir les modifications que j'ai apportées à la requête, tu pensais que j'avais été difficile pendant la procédure de divorce jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu racontes? Une MST? Qui en a parlé? Un homme qui a récemment découvert qu'il avait une MST m'a nommé, d'après l'appel téléphonique du service de santé. Ce doit être vous, car vous êtes le seul homme avec qui j'ai eu un rendez-vous. Le pire serait de contracter une maladie sexuellement transmissible à cause de toi ou de découvrir que je suis l'une des nombreuses femmes que tu as pu contaminer. Ce n'est qu'après avoir demandé le divorce que vous avez mentionné avoir eu des relations sexuelles avec Vivian. Pourtant, l'homme avait été contaminé avant cela, selon les autorités sanitaires. Je vous ai cru sur parole quand vous avez dit que David était simplement en colère et qu'il avait mis ses panneaux d'affichage. Elle a raccroché brusquement, et maintenant je commence à soupçonner que les histoires sur la pauvre Vivian n'étaient qu'une couverture pour votre projet parallèle. Vivian a dit, espèce de salaud, avant même qu'il n'ait eu le temps de répondre. Je crois que tu m'as donné une maladie sexuellement transmissible. Oh non, pas encore. Rappelle-moi, qu'est-ce que tu dis? Tu connais ça, n'est-ce pas? Arrête, arrête. Personne n'a contracté de MST avec moi. Savez-vous qui vous a informé de cela? Le département de la santé a dit que un homme vous a nommé comme l'une des femmes. Donc, vous savez. On dirait que ma femme a aussi reçu un appel. Qu'est-ce qui le rend légitime? Alors, qui inventerait ça? David, se dit Vivian, va te faire voir. Il a probablement demandé à quelqu'un d'autre de le faire pour lui. Le diable paiera pour cet imbécile. Allen a tenté de la rassurer en lui disant qu'il viendrait une fois qu'il supporterait l'odeur, mais elle était en colère parce qu'il essayait de la rendre malheureuse et qu'il n'était pas nécessaire qu'il s'éloigne pour l'instant. Allen, qui a une forte aversion pour l'odeur de moufette, a dû laisser Vivian seule pendant quelques jours. Vivian avait du mal à dormir et devait prendre des sédatifs pour se reposer. Après quelques pilules, elle a finalement réussi à passer une bonne nuit de sommeil. Lorsqu'elle s'est réveillée le deuxième matin, elle a découvert que sa chambre cardinale avait été cambriolée. Des objets de valeur avaient disparu et il y avait des signes évidents d'effraction par la porte de la cuisine. L'alarme de la maison avait été désactivée, alors qu'elle était sûre de l'avoir réglée avant d'aller se coucher. Cette constatation l'a frappée de plein fouet, quelqu'un avait envahi son espace personnel, mettant potentiellement en danger sa sécurité. Paniquée, elle a contacté les autorités, signalant une tentative d'agression et de vol. La police arrive et découvre un cambriolage, mais aucun signe de violence ou de tentative de meurtre. Vivian accuse son mari, affirmant qu'il s'agit d'une des nombreuses attaques planifiées contre elle. Pour un observateur objectif, les événements auraient pu sembler coïncider. Interrogée sur la possibilité de contacter son mari, elle a répondu qu'il s'était volatilisé. Elle a admis qu'elle n'avait pas signalé sa disparition, mais qu'elle espérait toujours qu'il reviendrait pour finaliser le divorce. Dans ces conditions, la police a décidé de lancer un mandat d'arrêt à son encontre en tant que « personne d'intérêt ». Après que sa femme l'a de nouveau expulsée de la maison, Allen est retournée vivre avec Vivian. Elle l'a fait s'allonger sur un matelas dans l'embrasure de la chambre pour qu'il puisse se protéger des cambrioleurs. La paranoïa et l'anxiété de Vivian se sont aggravées en raison de son refus de prendre des somnifères pour se défendre. Le matin, alors qu'elle se rendait à un entretien d'embauche, Allen l'a appelée frénétiquement pour lui demander de se garer. Il s'est ensuite rendu sur le bas-côté de la route et lui a indiqué une grande flaque d'eau sous sa voiture, qui, selon lui, était du liquide de frein. David a été accusé d'avoir tenté de la blesser et Vivian a réagi violemment, Allen a fini par la faire hospitaliser. Il est allé voir la police et a déclaré qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre, mais lorsqu'ils ont examiné la fuite de liquide de frein et parlé au mécanicien qui avait vérifié la voiture, ils ont découvert qu'elle était en bon état et qu'il n'y avait pas de fuite. Allen était trop occupé à essayer de calmer Vivian pour vérifier le niveau du liquide de frein. La tension entre Vivian et Allen était palpable, et Allen s'est rendu compte qu'il devait faire des choix difficiles s'il voulait sauver leur vie. Se rendant compte que David avait été plus malin que lui, il réalisa également qu'ils étaient complices de ce gâchis en trahissant leur mariage. Le moment était venu de limiter les dégâts et de trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Allen a contacté l'avocat de David et lui a proposé de se rencontrer en l'absence de leurs avocats respectifs. L'avocat de David est d'abord réticent, mais finit par accepter. Voyant qu'ils étaient épuisés, Allen a rapidement fait une offre. La maison reste à David et Vivian reçoit 500 000 $. Elle doit l'accepter ou la rejeter. C'est absurde. Très bien. À ce moment-là, nous réglerons l'affaire par le biais du système juridique.
Nous avons besoin de l'argent avant la fin du mois, et si vous ajoutez une année d'aide au logement, l'agitation constante devient trop lourde à supporter pour Allen, alors il fait pression pour obtenir un accord. Préparez tous les documents. Je m'assurerai qu'elle les signe. Bien qu'il préfère ne pas connaître les détails, l'avocat de David, qui était satisfait du résultat rapide, a émis l'hypothèse que Vivian et Allen étaient peut-être motivés pour conclure un accord. Allen et Vivian ont déménagé après leur divorce, dans l'espoir de prendre un nouveau départ. Peu après leur installation, Vivian a reçu un colis contenant tous ses bijoux disparus, sans note d'accompagnement. Malgré l'ambiguïté éthique, il réussit à obtenir la signature de Vivian. Le fait de lui dire que tout est fini semble la soulager. Il lui promet qu'ils iront quelque part où David ne pourra plus la déranger. David n'a jamais quitté sa maison, il est resté caché. Vivian avait regardé dans le sous-sol, mais elle n'avait pas remarqué la porte sans poignée et télécommandée. Derrière les murs se trouvait une porte cachée qui menait à la panic room que David avait minutieusement construite. Les frères Webb avaient engagé David comme consultant en raison de ses compétences dans ce domaine. Heureux de sortir de sa cachette, David résista à sa nouvelle claustrophobie en se plongeant dans des jeux vidéo et des lunettes de réalité virtuelle. Il a nettoyé la chambre, heureux de pouvoir se débarrasser des ordures sans avoir à sortir en cachette au milieu de la nuit. La police, dont beaucoup de membres étaient connus de David depuis des années, n'a pas voulu creuser trop profondément en raison des liens de David avec la communauté, mais elle n'a pu trouver aucun acte répréhensible dans les actions qui ont affecté la valeur de sa propriété, de sorte qu'elle a abandonné l'affaire. David n'a pas été accusé d'être entré par effraction dans sa propre maison, puisque les bijoux étaient restés à l'intérieur et que le propriétaire n'a pas voulu porter plainte. Il s'amusait à dire « nulle part » lorsque ses voisins lui demandaient où il était. « J'étais chez moi », disait-il, en prenant soin de ne pas laisser entendre qu'il disposait d'une panic room. Pour tenter d'apaiser les tensions, il a organisé des réunions de quartier, offrant à chaque section de la nourriture et des jeux, et veillant à rassurer son propre voisinage sur le problème résolu des punaises de lit. Il a également donné de l'argent à l'ex-fan d'Allen, passionné par la restauration et la location de videurs, ce qui lui a valu ses faveurs. Il a gardé un œil sur la situation par l'intermédiaire d'un détective privé et a découvert que Vivian vivait avec Allen dans leur nouvelle maison, même si elle suivait toujours une thérapie. David pense qu'Allen tient vraiment à elle. Il s'apprêtait à lui envoyer un cadeau de mariage, mais il a appris que Vivian avait mis Allen à la porte après avoir découvert le faible montant de l'indemnité. Vivian est retourné à l'hôpital et Allen est resté à ses côtés. David a remercié le soutien de la communauté pendant son divorce et a terminé chaque discours de quartier par une acclamation pour le Royaume-Uni. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles David et l'ex-femme d'Allen étaient liés, mais elles se sont apaisées lorsque les gens ont découvert qu'elle était une fan des Tennessee Volunteers.